Bienvenue dans Épistémé Entrepreneur, le podcast dédié aux scientifiques et à l'innovation technologique. Je suis Harry Massoudi, mon compère est Harold Knoll, serial entrepreneur, science and tech curieux et futuriste. Harold est fondateur de la startup Dayu, qui a comme ambition de tokeniser vos gènes. Harold est également partenaire chez Ava Capital, la société d'investissement d'Alexandre Ishai. Bonjour Harold, comment vas-tu? Est-ce que tu Bonjour aimerais… Harry, bonjour Jean-Marc, je suis ravi d'être Bonjour. là avec vous deux. Oui, je précise que Dayu est une entreprise à mission et justement l'une des missions de Dayu, la mission principale, c'est d'augmenter la longévité, l'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est tout à fait le sujet et c'est parfait. Je suis très content d'être là. Formidable, vous êtes entre bonnes mains. Je vais présenter notre invité. Donc aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le chercheur français qui a réussi là où un prix Nobel a échoué. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son livre Guérir la vieillesse aux éditions Human Science, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Lemaître. Donc, merci Harold, super. Donc, Jean-Marc Lemaître est docteur en biologie moléculaire et cellulaire du développement de l'Université de Paris 7, co-directeur de l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier, directeur de recherche INSERM, leader de l'équipe Genome and Stem Cell Plasticity in Aging. Bonjour, docteur Lemaître, comment allez-vous? Bonjour, enchanté, très bien. Merci pour cette Bonjour. invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous pour un long entretien d'une heure. Donc, comme je l'ai dit en introduction, donc vous êtes un des fers de lance de la recherche sur la longévité, discipline qui nous promet donc de vivre plus de 100 ans avec la vitalité d'un quadra, tout un programme. Donc, cette interview se fera, on va dire, en deux actes. On va un petit peu parler de vous, de votre parcours. Bien sûr, on présentera votre livre et derrière, on parlera également, je dirais, de l'enthousiasme et de l'opportunité business que votre découverte suscite, parce que c'est vraiment important. Et donc, je pense que c'était une très bonne occasion, je dirais, aujourd'hui d'en parler. Est-ce que ça vous va? Très bien. Super. Harold, est-ce que Alors tu moi, veux… ouais, j'avais une première Vas-y. question. J'avais envie de vous entendre en fait, et si vous pouviez vous présenter brièvement pour savoir comment vous vous présentez, la manière de vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Jean-Marc Lemaître, donc directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe qui s'intéresse non seulement au vieillissement, mais aussi au rajeunissement. Il y a quelques années, j'ai osé le rajeunissement, ça n'était pas gagné. Et aujourd'hui, on poursuit des développements pour aussi bien sur des modèles cellulaires que des modèles animaux, pour essayer justement de contrecarrer le vieillissement. On a même initié un certain nombre de projets et de startups qui, je l'espère, vont pouvoir aboutir à des traitements chez l'homme. Parfait. Jean-Marc, est-ce que vous aimeriez un petit peu nous parler, je dirais, de vous plus jeune? Est-ce que vous étiez issu d'un monde de scientifique? Est-ce que vos parents étaient scientifiques? Est-ce que on vous a, je dirais, programmé à devenir scientifique? Ou est-ce que quel a été l'événement déclencheur pour vous, cette curiosité pour devenir un chercheur? Alors, j'ai été d'une famille modeste, 3 enfants, donc deux frères. Ma mère, comme à l'époque, dans les années 60, s'occupait des enfants à la maison. Et j'avais un père qui était formateur dans un centre d'apprentissage de la SNCF. Et donc, il était entre guillemets un peu scientifique puisqu'il formait à l'électricité, à la signalisation, à la téléphonie, etc. Donc, effectivement, j'avais quelqu'un avec qui discuter science à la maison, je dirais. Par contre, je pense que la science, ça a été toujours un émerveillement pour moi, mais très, très tôt. Dans mon livre, je dis, je pense que je suis né chercheur parce que très petit, j'étais dans l'observation, dans la biologie. Assez vite, j'ai monté mon laboratoire dans le grenier avec l'autorisation de mes parents pour aller chercher toutes les petites bestioles qui j'écumais les mares voilà, pour ramener toutes sortes de petits animaux à observer. Et puis, j'ai pris assez vite la conscience de la force de la démarche expérimentale. Et ça m'a permis, je pense, de progresser vers la science.
parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux de pouvoir se poser une question, de mettre en place une expérience et de pouvoir y répondre. Et ça, voilà, c'est probablement ce qui m'a amené à faire des sciences et de la biologie. Et puis, ça a été conforté aussi, probablement, par la fameuse leçon de choses qu'on avait le vendredi. Alors, ça a commencé en CM1, CM2, et j'avais une institutrice qui n'hésitait pas à aller chercher au boucher du coin des yeux de porc ou de bœuf pour les disséquer avec nous. Et ça, je trouvais ça tellement incroyable. Et j'attendais toute la semaine la leçon de choses de biologie le vendredi, parce que c'est là où je me régalais, quoi. Susciter la vocation, c'est vraiment Voilà, exactement. Ça devrait être plus généralisé parce que moi, ça m'a manqué ça. Ça, je ne l'ai pas eu dans mon parcours scolaire. Mais alors, pareil, je faisais des expériences chez moi. Je prenais des animaux, des petites bestioles et je les passais au congélateur. Je les mettais dans de l'eau, je les passais au congélateur et je les décongelais avec de l'eau bouillante. Mais ils ne revenaient jamais à la vie. Ah oui. Oui, non, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour les sciences et je l'ai encore aujourd'hui. Voilà, je pense que quand on a cette passion-là, on ne peut qu'avancer, progresser, essayer d'aller au bout de ce qu'on imagine possible avec la science. Donc, cette graine de la curiosité a été, on va dire, nourrie, élevée très tôt chez vous. Oui. Et donc, ça, vous l'aviez en vous, cette espèce de super pouvoir interne, il était déjà Cette là. volonté, oui, cette volonté, oui, d'aller vers la science, oui. Et enfin, sans vouloir, je dirais, spoiler le livre ou rentrer dans des choses intimes, mais je sais que votre parcours est très particulier, il est atypique, remarquable. Il n'a pas été facile. Est-ce que vous souhaiteriez un petit peu nous retracer un peu votre épopée parce que là, quand on vous lit, on vous dit co-directeur d'un institut de Oui, oui. recherche, évidemment, mais en fait, ça n'a pas été facile. Hein. Non, disons que ça n'a pas été un parcours classique. Je dirais très tôt, adolescent, j'ai perdu mon père. Et donc, une famille, voilà, une mère seule avec 3 enfants, c'était compliqué de pouvoir poursuivre des études comme on aurait pu l'imaginer. Et donc, il a fallu déjà aller au bac et puis ensuite essayer de commencer un peu l'université. Et assez tôt, voilà, avec un bac plus 2, j'ai dû essayer de trouver le moyen de me financer. Et j'ai passé le concours d'instituteur que j'ai eu. Et donc, je suis rentré à l'école normale. J'ai fait 3 ans d'école normale d'instituteur, où j'ai eu l'occasion de faire partager à mes élèves, depuis la maternelle jusqu'au CM2, ma passion pour la science et puis la biologie, en montant avec eux des petites expériences. Voilà, je pense que j'ai assouvi un peu ma soif de science à travers l'émerveillement des enfants aussi que j'avais vécu, moi, face à la science quand j'étais petit. Et puis, voilà, je me suis trouvé dans une situation où quand même l'été, pendant les 2 mois d'été, j'allais faire quelques petits stages dans les laboratoires pour essayer de voir un peu comment ça se passait quand même dans les laboratoires et si peut-être j'avais une chance un jour d'en accrocher un. Et c'est ma directrice d'école, finalement, qui m'a dit, mais écoute, tu vas faire des stages en laboratoire, tu as un DUG, essaie de passer des concours. Il y a sûrement un moyen pour que tu puisses rentrer dans un laboratoire de recherche. Et puis, j'ai été un petit peu poussé aussi par la directrice du labo dans lequel j'allais faire mes stages l'été, qui m'a expliqué un peu comment ça se passait. Voilà, les différents concours dans le cadre des techniciens, des assistants ingénieurs, etc. Puis avec un bac plus 2, je ne pouvais pas prétendre à autre chose qu'un poste d'assistant ingénieur. Et ça me paraissait compliqué. Et puis j'ai vu un poste quand même à l'Institut Jacques Monod. Je suis allé voir la secrétaire générale pour lui demander un petit peu comment ça se passait.
Et puis, dès que je lui ai expliqué que j'étais instituteur, elle m'a dit, oula, vous n'avez absolument pas le profil. Vous savez, les gens qui, voilà, il y en a même qui ont une thèse parfois qui passent. Bon, donc je suis rentré, et je me suis dit, bon, tant pis, c'est définitivement pas fait pour moi. Et puis, cette directrice m'a dit, écoute, tu n'as rien à perdre, passe-le ce concours, tu verras au moins ce que c'est que ce concours. Et puis, je l'ai passé. Alors, entre-temps, un poste qui était peut-être fléché, finalement, l'était plus. Et donc, je me suis retrouvé avec les 120 candidats à passer ce fameux concours. Et puis, je l'ai eu. Et donc, ça m'a permis de rentrer dans un laboratoire de recherche du CNRS en tant qu'assistant ingénieur avec mon DUG. Mais comme j'avais soif de science, j'ai poursuivi mes études en étudiant travailleur. Et donc, j'ai passé une licence de biochimie, une maîtrise, et puis un DEA, et puis une thèse de doctorat. Voilà. Et tout donc, tout ça en travaillant en même temps, hein. oui, c'est ça, oui, en travaillant. Oui. Alors après, pour la partie DEA et thèse, c'était un petit peu plus simple puisque j'avais assez vite pris un peu les choses en main, je dirais, et puis je commençais à mener mes sujets. Et d'ailleurs, entre-temps, je suis passé d'assistant ingénieur à ingénieur d'études. Voilà, ça a été finalement, ça n'a pas été tant de stress que ça pour moi de progresser dans cette carrière, même s'il y a eu des difficultés voilà, de la vie qui font que ça n'est pas toujours simple quand on est dans une situation où il faut voilà, trouver un emploi pour vivre. Mais dès que je suis rentré au CNRS avec mon poste d'assistant ingénieur, eh bien, voilà, après, les choses se sont déroulées naturellement parce que j'avais cette motivation pour la recherche, l'ensemble m'intéressait, je voulais progresser. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, je dirais. À chaque fois qu'il y a eu une opportunité voilà, de passer un concours, parce que j'avais l'ancienneté pour le faire, je le faisais, comme n'importe quel technicien, assistant ingénieur ou ingénieur. Et puis ça s'est toujours bien passé, je dirais. Alors j'ai été très soutenu par mon directeur de labo de l'époque, hein, qui était très permissif, qui a vu probablement que j'étais très motivé et puis que je pouvais travailler sur des projets même ambitieux, même peut-être parfois originaux. Et il a été très permissif, il m'a laissé mener mes projets. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai pris goût je dirais, aller au-delà de juste faire mes, excusez-moi, ma montre a sonné. Je vais essayer de la laisser. Et donc, finalement, j'ai pu mener, soutenu par mon directeur de labo, des projets ambitieux et puis en même temps probablement originaux parce que c'était aussi ce qui m'intéressait, d'aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer de la connaissance acquise et d'essayer de trouver des choses voilà, qui permettaient de vraiment faire progresser. Et donc, ça s'est assez bien passé. J'ai mené un certain nombre de projets qui se sont avérés intéressants et qui ont abouti à des bonnes publications. Donc, ça m'a permis encore de progresser. Et puis, finalement, voilà, j'ai changé ensuite de carrière réellement. Vous avez des exemples de projets originaux que vous avez menés à l'époque? Est-ce que ça concernait déjà la longévité? Et comment c'est venu la longévité? À quel moment? Alors non, en fait, ça ne correspondait pas à la longévité. Alors, un des premiers projets, je dirais, originaux que j'ai pu mener, juste après ma thèse, c'était de regarder comment se forme le noyau embryonnaire. Je travaillais à l'époque sur le xénope, qui est une grenouille d'Afrique du Sud, et je travaillais sur la réplication du génome et la structuration du noyau. Et une première observation, sous le microscope, hein, je me suis rendu compte que lorsque les cellules de l'embryon se divisaient, on avait des sortes de vésicules qui se mettaient en place qui pouvaient correspondre à des chromosomes quasiment individualisés. Et donc, c'était assez paradoxal par rapport à ce qu'on observe au niveau d'une division cellulaire classique,
avec les chromosomes qui montent au pôle et puis le noyau qui se restructure, bien là, les cycles étaient tellement rapides qu'en fait, les chromosomes s'individualisaient d'une enveloppe nucléaire et la réplication du génome commençait dans ces noyaux, dans ces chromosomes individualisés. Et lorsque ces vésicules montaient au pôle, alors que la réplication avait déjà commencé pendant la mitose, ces chromosomes fusionnaient pour restructurer le noyau. Donc, on était dans une situation très paradoxale où on avait un overlap entre mitose et phase S. Et donc, ça a été le premier projet original que j'ai pu mener, qui est sorti dans JCell Biol à l'époque. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la maturation méiotique chez cet animal, parce qu'en fait, en travaillant sur les facteurs de réplication, on s'était rendu compte qu'il y avait tout un ensemble de facteurs qui étaient là dans l'œuf, et puis qui peut-être n'étaient pas tous là dans l'ovocyte. Et on s'est dit peut-être qu'il y a un facteur déclenchant, et puis John Gurdon, 30 ans auparavant, avait postulé le fait d'un facteur qui était traduit pendant la maturation méiotique, qui donnait la compétence à l'œuf pour répliquer et se diviser. Et donc, je suis allé rechercher dans l'ovocyte s'il n'y avait pas un facteur de réplication qui était manquant. Et ça a été jackpot, il y en avait un qui était celui qui permettait de mettre en place sur le génome les hélicases de la réplication. Le messager était déjà là dans l'ovocyte, et pendant la maturation méiotique, ce messager était traduit. Et donc, c'était le facteur manquant de John Gurdon qu'on a pu mettre en évidence. Et ça a été… donc, c'est un papier qui est sorti dans Nature à l'époque. Donc, c'était la première grosse publication. Et puis ensuite, le dernier projet, je dirais, original, c'était le projet déjà sur la reprogrammation. Et comme on avait des cycles rapides au cours du développement précoce, j'avais imaginé que peut-être si on prenait un noyau d'une cellule adulte et qu'on le transférait dans un œuf, comme John Gurdon l'avait fait avec le clonage par transfert nucléaire, peut-être que le génome se restructurait complètement et ce cycle rapide qui était dû à des origines de réplication qui se mettaient en place de façon très, très précoce et avec des espacements, il y avait un grand nombre d'origines qui s'activaient. Je m'étais dit que peut-être ça allait restructurer le noyau, puisque tardivement, le cycle était long, l'espacement des origines était assez grand. Et donc, j'ai transféré ça dans un extrait d'œuf, et je me suis rendu compte que lorsqu'on le faisait dans un œuf en interphase, eh bien, il ne se passait pas grand-chose au niveau de la réplication. Par contre, si on restructurait le noyau à travers une mitose, eh bien là, on remettait en place les origines de réplication pour un cycle rapide. Et donc, ça a été la dernière grosse découverte qui déjà probablement mettait le pied sur la reprogrammation. Et donc, ça, c'est un papier sorti dans Cell à l'époque. Et donc, c'est quelques découvertes, je dirais, que j'ai pu avoir au cours de cette première partie de carrière, non seulement a pu me permettre d'envisager de mener une carrière de chercheur, hein, j'étais ingénieur de recherche à l'époque, et aussi ça m'a donné aussi probablement des pistes pour aller au-delà et mener des projets sur le vieillissement qui m'intéressaient vraiment tout particulièrement. La première chose, c'est d'étudier le développement. Au travers de tous ces projets, j'ai pu comprendre comment le développement embryonnaire se mettait en place, comment les gènes étaient programmés, tout comme la réplication l'était aussi. Et puis, que peut-être le vieillissement avait à voir avec ces mécanismes aussi de programmation, voire de déprogrammation. Et ça a été probablement l'élément déclencheur d'essayer d'aller au-delà, de se dire qu'est-ce qui se passe quand une cellule vieillit et comment on va pouvoir éventuellement trouver des outils moléculaires pour
éventuellement restructurer le génome, reprogrammer le génome. Et ça a été réellement le début de cette aventure, je dirais, parce qu'il a fallu ensuite avoir le poste de chercheur, ce que je n'avais pas. Et puis aussi avoir une équipe de recherche pour monter les projets qui m'intéressaient. Donc, la première étape, ça a été de passer le concours de chercheur, hein, de chargé de recherche, puisque je n'étais qu'ingénieur de recherche. Mais malheureusement, après 3 tentatives successives d'utiliser une passerelle existante au CNRS qui permettait de déposer un dossier, puis je dirais de faire foi de chercheurs, et puis que le CNRS ouvre un poste ensuite pour que vous ayez vraiment le statut. Je l'ai fait 3 années de suite, et à chaque fois, j'ai été classé premier, et puis on me disait, bah oui, mais il faut créer le poste, et puis on n'a pas de poste. Donc, au bout de 3 fois, je me suis dit, je vais passer à l'INSERM, un concours externe, et comme ça, je n'aurai pas cette remarque de « vous avez déjà un poste ». Donc, je l'ai fait. Et alors, à l'époque, c'était poste de CR1, hein, chargé de recherche à l'INSERM, puis je l'ai eu. J'ai eu le concours. Et donc, ça, c'était 84. Et comme j'avais le concours, j'avais des bonnes publications, je me suis dit, je ne vais pas tarder à monter l'équipe, je la monte tout de suite. J'écris mon projet. Et en 2006, j'ai eu un programme à venir de l'INSERM pour démarrer mon équipe et mon projet sur le vieillissement et la reprogrammation. Je rappelle, voilà. Les programmes à venir, c'est vraiment les programmes d'excellence pour les jeunes chercheurs. C'est vraiment le top du top, hein, en ce moment. Enfin, je veux dire, quand on monte une équipe, quand on a un programme à venir, c'est vraiment les meilleures équipes. Hein, c'est les meilleures jeunes équipes sont en ce statut-là à venir. Voilà, donc ça m'a là c'était ça y est, j'étais sur la route. Hein. Et donc l'idée de départ, c'était qu'effectivement, il y avait 2 événements importants dans le vieillissement, la sénescence cellulaire et puis les cellules vieillissantes qui se déprogramment. Et donc, j'ai monté un projet avec mon équipe pour essayer de mieux comprendre la sénescence, comment se passer la sénescence, et puis comment se déprogrammer en quelque sorte nos cellules qui vieillissaient. Et en étudiant ça, je me suis dit, il faut trouver un moyen de reprogrammer tout ça. Et donc, dans ce projet, j'avais prévu d'utiliser des cellules souches embryonnaires humaines pour en faire des extraits, de perméabiliser mes cellules sénescentes vieillissantes pour essayer de les reprogrammer. Donc, j'ai mon financement, je monte mon équipe, 2006, le papier de M. Yamanaka sort. Donc, je me dis, c'est bien, j'étais probablement sur la bonne voie, mais ça a été très difficile de se dire, je continue avec les extraits cellulaires sans avoir l'envie et puis peut-être la nécessité de tester ce fameux cocktail de facteurs de reprogrammation de M. Yamanaka. Ce que nous avons fait et ce qui n'a pas fonctionné sur nos cellules sénescentes, impossible de les reprogrammer avec ces 4 facteurs. Donc, on a essayé de trouver des solutions différentes, des gènes différents. Et puis, en fait, on a été conforté en 2009, donc vous voyez, 3 ans plus tard quand même, par tout un ensemble de papiers qui sont sortis dans les meilleurs journaux, dont un de M. Yamanaka, qui démontrait que la sénescence était une barrière à la reprogrammation. Donc, ça confirmait nos échecs, mais ça ne donnait pas de piste. Voilà. Et puis, on est remonté un petit peu aux origines de la découverte et puis tout ce qui était sorti par la suite. Et en fait, en 2006, en même temps que M. Yamanaka, il y avait James Thomson, qui était déjà très connu pour les cellules souches embryonnaires, pour leur mise en culture, etc. Et lui, il a sorti un cocktail de gènes différents avec 2 facteurs de plus, enfin 2 facteurs différents de M. Yamanaka, qui étaient Nanog et Lin28. Hein. Et donc, à l'époque, on s'est dit peut-être que si on rajoute des facteurs ou si on prend ce cocktail, ça va peut-être mieux marcher. C'est un petit peu, voilà, la recherche, c'est aussi ça, c'est essayer. Donc, on a essayé ces 4 facteurs de M. Thomson, mais ça n'a pas mieux marché sur les cellules sénescentes. Et donc,
entre-temps, on avait compris que les facteurs de Yamanaka, dans ces facteurs, il y avait des facteurs oncogéniques. Et lorsqu'on active des oncogènes, on va avoir tendance à favoriser la sénescence. C'était le cas de CEMIC, KLF4. Et donc, on s'est dit, si ces deux facteurs-là sont supprimés et sont remplacés par ceux de M. Thomson, Nanong 28, peut-être ça va marcher. Ça n'avait pas marché. Donc, on s'est dit peut-être qu'il faut quand même les garder, mais utiliser ceux de M. Thomson. Et c'est là que ça a fonctionné avec nos 6 facteurs. Et donc, on a pu reprogrammer les cellules sénescentes. Et donc, ça, c'était, pour nous, ça a été fabuleux au niveau du laboratoire, parce que beaucoup d'échecs, beaucoup de doutes, voilà, et puis des projets qui arrivent à leur terme et qui doivent produire. Et donc, ça a été un vrai bonheur pour tout le monde, je crois. Et on a pu montrer qu'effectivement, on arrivait à dériver de ces fameuses cellules pluripotentes induites et puis être capable de les redifférencier. Moi, je trouve que c'est quand même une belle histoire de se dire qu'en associant les gènes des 2 chercheurs qui ont bossé sur le sujet, on arrive à un résultat positif. Ça aurait pu être négatif aussi. Il aurait peut-être fallu Exactement. chercher complètement autre chose. Et ça a marché. C'est Oui, incroyable. c'était assez incroyable. Oui. Et puis je dirais qu'à un moment, on peut chercher tout ce qui peut être rationnel dans l'utilisation de tel ou tel facteur, mais à un moment, ce qu'il faut faire, et ça, il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas le faire, mais c'est l'essayer. Ouais. Ça, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, c'est essaye, tu verras. Si tu vas toujours trouver le moyen de te dire intellectuellement, non, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Essaye et on verra. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a fonctionné, et ça a été vraiment le début d'une belle histoire, parce que finalement, on s'est rendu compte que, et c'était l'objectif pour nous, c'était de trouver une stratégie qui permettait de contrecarrer le vieillissement. Donc là, on arrive à dériver des cellules pluripotentes induites à partir de cellules sénescentes, à partir de cellules issues de centenaires. Et au passage, on vérifie bien sûr qu'on a effacé un certain nombre de marques du vieillissement qu'on connaissait à l'époque. Ensuite, on redifférencie ces cellules, on compare le métabolisme, la taille des télomères, l'expression des gènes. Alors non seulement on se rend compte que lorsqu'on reprogramme ces cellules avec 6 facteurs, on est plus près des cellules souches embryonnaires que des cellules reprogrammées avec 4 facteurs. Et puis ensuite, quand on redifférencie, on s'aperçoit, et qu'on compare avec des cellules embryonnaires différenciées, on s'aperçoit qu'on a une physiologie qui est équivalente. Donc, ce qui veut dire qu'on part de cellules centenaires, sénescentes, et on arrive à des cellules différenciées qu'on compare aux cellules de départ et qui finalement ont été complètement rajeunies et qui récupèrent une capacité de prolifération comme des cellules issues d'un embryon. Donc ça, bien sûr, on le publie, l'INSERM dépose un brevet, et puis nous, on veut aller plus loin, parce que maintenant, on a fait la preuve de concept que, et c'était la première fois qu'on montrait que le vieillissement cellulaire était réversible. Et ça, obligatoirement, ça ouvre des portes. Ça ouvre, au-delà des portes de la thérapie cellulaire avec des cellules reprogrammées, redifférenciées pour éventuellement corriger une pathologie, ça démontre que le mécanisme assez inattendu du rajeunissement existe et qu'il faut aller au-delà. Et là, c'est tout un ensemble de projets avec mon équipe qui démarre, notamment des projets sur des modèles animaux, pour se dire, on va passer à l'étape supplémentaire. Ça veut dire mettre en place un modèle quasi préclinique pour qu'un jour, on puisse aller passer chez l'homme. Alors, on n'avait jamais travaillé dans l'équipe sur des modèles de souris. Hein. Donc, alors, quand j'avais travaillé pendant mes 15 premières années de recherche, je travaillais chez le Xénope, je n'avais pas travaillé chez l'homme non plus, sur les cellules humaines, donc on s'y est mis. Donc, à chaque fois, c'était un nouveau challenge, passer aux cellules humaines, à la sénescence, au vieillissement cellulaire. Là, on enclenche des nouveaux modèles animaux, donc ce n'est pas simple quand on n'en a jamais fait. Et donc, on arrive à se dire, on développe un modèle de souris
qui vieillit plus vite que des souris classiques, parce qu'une souris classique, c'est 2 à 3 ans. Ça devient assez compliqué dans les laboratoires voilà, de faire un projet sur 3 ans pour étudier la longévité. C'est le temps la durée d'un étudiant en thèse dans le laboratoire pour son projet. C'est l'équivalent d'un projet de postdoc. Donc, il ne faut pas se tromper au niveau des expériences. Et donc, on se dit, on va essayer de prendre un modèle qui existait de vieillissement prématuré où des souris hétérozygotes vont vivre 1 an en moyenne. Là, ça devient plus raisonnable. Et puis, si vous avez un homozygote, c'est des modèles de progéria, bien les animaux vivent 5-6 mois. Donc là, ça devient vraiment beaucoup plus raisonnable. Et puis, on sait que ces modèles récapitulent de façon accélérée tous les symptômes et toutes les pathologies liées à l'âge. Donc, on part sur ce modèle. Et puis, on utilise un modèle de reprogrammation, qui était un modèle qui avait été développé par un laboratoire, le docteur Schoeninger, qui était une souris dans laquelle les 4 facteurs de Yamanaka étaient insérés sous la dépendance d'un promoteur avec un antibiotique qui active ces gènes lorsqu'on donne l'antibiotique à la souris. Donc, vous pouvez activer quand vous voulez et sur la durée que vous voulez. Et donc, on a croisé tous ces animaux pour avoir notre fameux modèle. Et puis, on a étudié ce que pouvait faire la reprogrammation in situ chez l'animal dans ce modèle. Et donc, nous, l'idée, c'était de regarder si ça pouvait retarder le vieillissement, bien sûr, et d'essayer d'analyser les mécanismes moléculaires. En 2016, un groupe américain, compétiteur, utilise le même modèle et il montre que si on induit les gènes de reprogrammation 2 jours par semaine tout au long de la vie de l'animal, eh bien, ces animaux gagnent 30% de vie en bonne santé. Donc, pour un chercheur, une équipe de recherche qui a lancé un projet voilà, depuis 3 ans, on se fait scooper. Ce qui arrive, hein, c'est la vie des laboratoires de recherche. Hein. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller au-delà de ce qui a été mis en place par nos collègues. Et donc, on était à l'époque sur tester la durée de reprogrammation et puis le moment de reprogrammation dans la vie. Donc, cette personne, enfin ce laboratoire hein, de Giuseppe Belmonte, eh bien, reprogrammer 2 jours par semaine et arrêter la reprogrammation 5 jours tout au long de la vie de l'animal. Donc, on s'est demandé un peu pourquoi. Et en fait, il s'avérait que la reprogrammation qu'il déclenchait était assez forte. Et de prolonger cette reprogrammation faisait que l'animal ne survivait pas. Et donc, il a dû faire juste des reprogrammations courtes tout au long de la vie de l'animal de façon répétée. Donc, nous, on s'est dit, on va diminuer l'intensité de la reprogrammation et puis on va voir la durée maximum possible pour que l'animal survive et gagne de la longévité. Et on l'a fait à faible dose tout au long de la vie de l'animal. On trouve les mêmes résultats que lui, c'est-à-dire 30% de vie en bonne santé. Donc ensuite, on se dit, on ne va pas reprogrammer, si on veut passer à l'homme, toute la vie, enfin, ce n'est pas raisonnable. Si on veut faire quelque chose de préclinique, il faut faire une reprogrammation courte et voir ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est le faire au début de la vie de l'animal. Donc, chez la souris, ça veut dire, on l'a fait à 2 mois, pour un modèle qui vieillit prématurément, ça correspond en gros à l'âge adulte, début de l'âge adulte chez l'homme. Et puis, on a regardé à 8 mois chez l'animal, qui vit 10 mois, et ce qui correspond à peu près à 80 ans chez l'homme. Et quand on fait une reprogrammation au tout début de la vie, 2 semaines et demie, eh bien, on s'aperçoit qu'on gagne 15% de vie en bonne santé, avec une amélioration de tous les paramètres physiologiques de l'animal. On diminue l'ostéoporose, on diminue l'arthrose, on diminue la fibrose pulmonaire, et puis on a une peau incroyablement juvénile
alors que la souris peut avoir à l'équivalent de 80 ans chez l'homme, vous voyez. Et ça, vous savez si le laboratoire de Giuseppe a essayé de le faire aussi? Est-ce que vous avez Alors, pris de vitesse là-dessus ou est-ce qu'ils ont pas essayé? Alors, on l'a fait, on a déposé notre article sur BioArchive en 2021 parce qu'effectivement, on s'était fait scooper une première fois, donc on l'a mis sur BioArchive. Et puis, entre-temps, ils ont essayé de le faire, ils ne l'ont pas fait de la même façon. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient vraiment sur 2 jours par semaine, et donc ils ont fait 2 jours par semaine pendant un mois, vous voyez, pour avoir quelque chose. Et puis, ils ont regardé l'amélioration des tissus. Ils l'ont fait plutôt tôt dans la vie et puis plutôt tard dans la vie. Mais ils ont regardé ce qui se passait juste après l'induction. Ils n'ont pas regardé la longévité du tout. Ah. Et donc, ils ont regardé qu'effectivement, il y avait une amélioration des tissus. Alors, pas tous. Quand ils faisaient précocement, c'était beaucoup moins net. Et puis, Manuel Serrano, qui travaillait sur le même modèle aussi, a fait la même manip aussi. Et donc, alors lui, il le faisait avec un autre modèle. Et donc, il l'a fait, lui, sur 2 semaines et demie aussi, au départ. Et puis, il s'est rendu compte que dans son modèle, ça ne se passait pas très bien. Il y avait des tératomes. Et donc, il a fait une reprogrammation sur juste 1 semaine. Et donc, il a regardé qu'il y avait un bénéfice au niveau des tissus aussi. Donc, nous, on a poursuivi notre avancée. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder quel était un peu le mécanisme, qu'est-ce qui se passait. Et donc, on a vu qu'il y avait une reprogrammation épigénétique et qu'en fait, on avait tous les sites de méthylation qui changent avec l'âge, qui sont assez bien connus maintenant, eh bien, on les contrecarrait. C'est-à-dire qu'on avait un effet rajeunissant sur ces sites. Et puis, ce qu'on a pu observer qui était assez incroyable, c'est que dès qu'on déclenche très tôt dans la vie cette reprogrammation, juste même quelques semaines après, on a un effet sur la composition corporelle. On a de façon immédiate et maintenue tout au long de la vie un maintien de la masse musculaire et une diminution de la prise de gras. Donc, on a un vrai effet fitness, je dirais, si on reprogramme l'ensemble de l'animal. En plus de gagner 15% de vie en bonne santé et puis un retard sur les pathologies liées à l'âge. Excusez-moi, sur le contrôle du promoteur qui est utilisé dans ces souris sous doxycycline, c'est ubiquitaire, c'est-à-dire que ça s'exprime de partout? Oui, c'est ça, c'est un promoteur ubiquitaire, mais pour le coup, le fait qu'il y ait cet antibiotique, ça permet de le déclencher à souhait quand on veut et surtout la durée pendant laquelle on peut le faire. Et donc là, typiquement, avec cette nouvelle preuve de concept, une petite reprogrammation permet un vrai bénéfice. Et donc, bien sûr, maintenant, de passer à l'homme, de mettre en place les développements nécessaires pour pouvoir avoir une délivrance efficace et sécuritaire de ces facteurs de reprogrammation dans des tissus humains. Toujours pour continuer de discuter sur ces expériences, j'ai vu aussi que vous aviez donc soumis les souris à la doxycycline, mais plutôt tardivement, et que ça marchait aussi. Alors, quand on le fait tardivement, pour l'instant, on est en train de regarder l'effet. Donc, quand on fait tardivement, on a un peu les mêmes résultats que Giuseppe Belmonte. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'observation. Enfin, lui, il ne l'a pas regardé sur la longévité. Nous, on l'a regardé, on n'a pas de bénéfice sur la longévité. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que, et ça conforte un petit peu ce qu'on envisage depuis pas mal de temps, c'est que probablement la sénescence, alors on travaille avec les facteurs de Yamanaka, il ne faut pas l'oublier, et probablement que lorsque la souris est âgée, eh bien, on se retrouve dans une situation où les facteurs de Yamanaka, même si on le fait de façon transitoire et qu'on ne va pas jusqu'à la cellule pluripotente induite, sont dans une situation où il y a déjà quelque chose qui favorise la sénescence. Donc, probablement que l'effet
est diminuée parce qu'on est dans un état vieillissant et sénescent. Et probablement que détruire les cellules sénescentes avant d'effectuer cette reprogrammation serait probablement ce qu'il faut mener. Et donc, c'est vraiment, et j'en parle dans le livre, hein, c'est que avoir une stratégie combinée entre détruire la sénescence avec des cellules nolytiques et puis reprogrammer le génome de toutes ces cellules vieillissantes permettrait probablement d'aller encore au-delà. Jean-Marc, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ensemble de l'Institut, vos équipes, parce que c'est quand même un institut assez remarquable de par sa spécificité, de par ses missions également. Est-ce que vous souhaiteriez nous parler en deux mots de l'Institut? Oui, bien sûr. Alors, dans l'Institut, il y a à peu près 180 personnes. Hein, il y a 4 grosses équipes de recherche. On est organisé en grosses équipes avec des sous-groupes, hein, avec des PI qui mènent les projets. Et donc, on a une équipe qui s'intéresse aux cellules mésenchymateuses et leur capacité à régénérer le cartilage. Alors, dans des pathologies de l'arthrose, du disque, dégénérescence du disque intervertébral, etc. Une autre équipe qui s'intéresse à l'immuno-inflammation, hein, et les pathologies qui y sont associées. Une troisième équipe qui s'intéresse aux immunothérapies, avec une composante aussi de rejet de greffe, des aspects métaboliques aussi. Et puis mon équipe qui s'intéresse au vieillissement et à la reprogrammation, avec des projets aussi bien de modèles cellulaires, comme on a pu en parler, des modèles animaux. Et puis, surtout, l'ensemble de ces équipes ont une vocation translationnelle. Ça veut dire que les modèles, les projets qu'on mène, c'est pour aller vers la clinique. Alors, dans cet institut, il y a tout un ensemble de plateformes technologiques de haut niveau, aussi bien des plateformes de protéomique, des plateformes de génomique, des plateformes de métabolisme, une plateforme que j'ai montée il y a quelques années de reprogrammation justement cellulaire qui offre un service à la communauté scientifique pour essayer de modéliser un certain nombre de pathologies, pas forcément des pathologies liées à l'âge, enfin, nous c'est ce qu'on fait bien sûr, mais voilà, de pouvoir reprogrammer les cellules de patients qui sont souvent avec des mutations, des maladies génétiques, qu'on peut ensuite redifférencier, récapituler certains aspects des pathologies. Alors, on a ce service de reprogrammation, puis une aide aussi à mener les projets pour les équipes. Et donc, il y a tout un ensemble de startups qui gravitent autour de cet institut. On a un incubateur qui est connecté. Et donc, on a, nous aussi, monté des startups, justement, avec ce fameux brevet que l'INSERM avait déposé à l'époque. Avec tout ce parcours, cette découverte, ce laboratoire, est-ce que vous pensez être suffisamment reconnu dans votre domaine en France et à l'étranger? Alors, en fait, je ne m'occupe pas trop de ça, finalement. Je pense que ce qui est le plus important, c'est les financements pour travailler. Réellement, c'est ce qui… On passe beaucoup de temps à ça, à aller chercher de l'argent. Et je pense que si on a de l'argent pour travailler, le reste suit. Courir après la reconnaissance, je pense que c'est pas… Enfin, pour moi, ça dévoie un petit peu voilà, l'objectif que j'ai. Donc, je réfléchis pas trop dans cette optique-là. Par contre, quand je vois les financements qui sont mis en place à l'étranger pour des laboratoires qui travaillent sur le même domaine que moi, je me dis que la Oui, moi je compétition… pense que la notoriété aide. Comment? La notoriété peut aider à avoir des financements plus facilement. Ça dépend Oui, quel financement, mais bien faut qu'il sûr. fasse au public. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que probablement que si on avait encore une reconnaissance supplémentaire, peut-être qu'on aurait fait partie d'Altos Lab, par exemple, et peut-être qu'on aurait été financé par Jeff Bezos. Mais non, c'est vrai qu'on
on se fait évaluer tous les 5 ans, vous savez, voilà. Donc, l'équipe est toujours bien évaluée, l'Institut aussi. Je dirais que voilà, ça me suffit et je me dis que il faut vraiment que je trouve des financements et c'est ça l'objectif pour aller au-delà avec mon équipe et mes projets et les startups. Et donc, c'est vraiment je me focalise là-dessus réellement voilà, ces derniers temps et je vais continuer à le faire. Oui. Je pense avoir ma réponse sur la question du prix Nobel aussi, Oui, parce que vous avez répondu de la même manière. oui, oui. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Ben, écoutez, oui, je mets l'énergie qu'il faut en tout cas. Voilà. Donc Jean-Marc, vous avez publié un livre très récemment, ce mars dernier, Guérir la vieillesse, donc aux excellentes éditions Human Science, que nous saluons chaleureusement. Donc nous saluons également Olivia Récassan, qui est la directrice de publication. Je vais juste partager rapidement mon écran pour vous montrer la couverture. Donc on est sur le site donc, de Human Science. Voilà la couverture qui a été publiée donc le 2 mars. Ce livre est excellent avec une préface remarquable de Luc Ferry, le philosophe et ancien ministre. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, comme ça, on va parler un peu du livre. Harold, peut-être que tu souhaites… Alors ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre et dans votre personnalité surtout, déjà, c'était certains mots comme ça que j'ai vus dans le livre, l'intuition, être pionnier, une pensée à contre-courant, être né un demi-siècle trop tôt aussi, ça j'ai beaucoup aimé parce que je le ressens fortement moi-même. Pas de limite, pas de Beaucoup de limite. chercheurs le ressentent. Pas de limite, oublier la façon habituelle de penser, le statut de dogme à remettre en cause, admettre l'irrationnel et que l'impossible est possible. C'est un peu ce que vous essayez de faire et nous aussi. Donc ça, voilà, j'étais content de voir ça. Ensuite, D'où vous est venue l'idée du livre? ouais, Pourquoi un livre? Alors en fait, au départ, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre avec Luc Ferry, tout simplement. Hein. C'est le hasard. Souvent c'est le hasard qui voilà, peut-être avec un peu de malice, met les gens sur la bonne voie, sur la bonne route. Et en fait, on s'était croisés une fois, une journée organisée sur les nouvelles frontières de la longévité. Et puis, il était venu parler de son livre sur le transhumanisme. Et moi, je présentais mes recherches sur le rajeunissement. Et donc, il m'a écouté. Et puis voilà, on ne se connaissait pas. Et puis, j'ai eu des collègues qui m'ont contacté en me disant mais tu connais bien Luc Ferry Je lui ai dit mais non, je l'ai juste croisé une fois. Et donc, il a parlé de moi lorsqu'il il faisait la présentation de son livre et puis des recherches sur la longévité et le vieillissement, et notamment en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais le seul à travailler sur le rajeunissement. J'avais osé le rajeunissement. Et donc, plusieurs fois, ça s'est présenté. Puis, il a été invité à faire une conf sur Montpellier. Et je n'avais pas pu y assister parce que j'étais en meeting, mais je suis rentré le soir et j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec lui. Il a accepté, enfin, il m'a même invité à aller discuter avec lui de ce que je faisais au petit déjeuner, voilà, avant qu'il rentre sur Paris. Et je lui ai expliqué, voilà, en gros, ce que je vous explique là. Et il m'a dit, écoute, il faut que tu l'écrives. Alors, bien sûr, voilà, Luc Ferry, qui est un ami maintenant, voilà, c'est un écrivain, donc l'écrit, c'est pas si simple. non. Et donc, surtout c'est long. Et puis, il m'a incité à le faire. On a chapitré, on a fait voilà, un plan, etc. ensemble. Il m'a guidé. Et puis, il m'a même dit, si tu veux, voilà, je veux bien t'écrire quelque chose. Alors, tout de suite, je lui dis, bien sûr, au contraire, voilà, ça serait un bonheur. Et il m'a dit, bah, écoute, je te ferai la préface. Et donc, voilà, j'ai avancé là-dessus. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi parler un petit peu, retracer un petit peu mon parcours, parce que non seulement il était atypique, mais je vois trop dans les laboratoires aujourd'hui parfois des découragements, voilà, quand même une carrière qui est quand même difficile hein, pour rentrer dans l'académique, aucune certitude.
Mais moi, ma carte, c'était la passion du métier. Et je me suis dit, et puis la vision de la recherche qui était, peut-être qui est pas juste personnelle, mais qui est quand même assez exploratoire, parce que effectivement, je le dis dans le livre, enfin, l'ambition, c'est toujours d'aller au-delà des limites de la connaissance, de remettre en cause les dogmes. La science doit fonctionner, elle fonctionne comme ça, et à la limite ne pas être raisonnable dans sa recherche, parce que sinon ça fait partie des sentiers battus. Et donc j'ai essayé de le retracer avec mes mots, pour que si des jeunes lisent, peut-être qu'ils y trouveront quelques clés, quelques pistes pour se dire non, c'est quand même un superbe métier, et je vais persévérer. Voilà, ça a été un peu le début du livre. Et puis après, il m'a fallu retracer les études sur le vieillissement, parce qu'elles ont été nombreuses au cours des siècles, hein, des évolutions au XXe siècle assez importantes, et puis les tournants, avec justement ces stratégies sur la reprogrammation, des concepts importants sur le clonage par transfert nucléaire, la réversibilité du destin cellulaire, et puis ce qu'on a fait aussi sur la réversibilité du vieillissement. Et puis aujourd'hui, toutes les opportunités qui existent par différentes études dans le monde, mais aussi des nouvelles recherches assez innovantes, parfois issues des laboratoires académiques, mais qui sont déjà dans des startups. Donc j'ai voulu retracer tout ça dans ce livre, et puis essayer de mettre un petit peu l'accent sur un concept que je pense être essentiel aujourd'hui, qui est que probablement, avec l'ensemble des recherches menées actuellement, on peut imaginer que la vieillesse pourrait être une maladie. Et elle pourrait être la mère des maladies, en fait, parce qu'on a, sur ces 15 dernières années, trouvé des dénominateurs communs à l'ensemble des pathologies liées à l'âge. On parlait de la sénescence cellulaire, on parlait de la déprogrammation du génome. Ce sont deux dénominateurs communs, parce qu'effectivement, quand on cible la sénescence ou la déprogrammation de notre génome, qu'on détruit les cellules sénescentes ou qu'on reprogramme notre génome, nos cellules déprogrammées, eh bien, on gagne 30% de vie en bonne santé, et surtout sans pathologie liée à l'âge. Ce qui veut dire que si on traite le vieillissement de nos cellules et la sénescence de nos cellules, eh bien, on va empêcher l'apparition de ces pathologies qui sont finalement que les conséquences du vieillissement de nos cellules. Donc ça, j'ai voulu arriver à cet aboutissement avec ce livre, parce que je pense qu'il faut ça pour qu'on puisse réellement éradiquer ces pathologies, et surtout mettre en place une nouvelle médecine. Je pense qu'on n'a pas la médecine de la longévité qui serait nécessaire si on veut éradiquer ces pathologies. En effet, parce que lorsque les gériatres entrent en scène avec leur approche et leur formation, on va dire, systémique, holistique, c'est largement trop tard. Exactement. Et puis, à chaque fois, c'est un accompagnement. C'est ça. Et donc, en fait, ce que j'essaie de pousser, c'est une vraie médecine de la longévité où, dans un premier temps, on pourrait évaluer le vieillissement, ce qui est aujourd'hui possible. Lorsqu'on fait une prise de sang, on peut, en fait, dans le sang circule, enfin, le sang reflète finalement le vieillissement de nos organes, parce qu'il va sécréter tout un ensemble, enfin, les tissus, les organes vieillissants sécrètent tout un ensemble de facteurs, on le sait, les cellules sénescentes aussi, et tout ça se retrouve dans le sang, et donc on peut mesurer non seulement ces facteurs circulants protéiques souvent, mais on peut aussi mesurer l'impact de ces facteurs sur les cellules circulantes du sang. Et donc, ça permet d'avoir une bonne idée. On peut regarder la méthylation du génome, hein, ça se fait assez facilement, et d'essayer d'évaluer l'âge physiologique d'un individu, qui est souvent différent de l'âge chronologique. Et donc, si vous avez 50 ans et que votre âge physiologique mesuré par une simple prise de sang nous dit que vous avez en fait 40 ans, aucune raison de vous traiter. Si par contre vous en avez 60, il va peut-être falloir faire quelque chose.
peu importe ce qu'il va falloir mettre en place. Ça peut être une activité physique régulière que vous n'aviez pas, une alimentation modifiée, ça peut être une restriction calorique, un jeûne intermittent. Voilà, toutes ces stratégies qui aujourd'hui, scientifiquement, ont fait leurs preuves. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait mesurer le vieillissement de nos cellules. On a un ensemble de marqueurs, de marques cellulaires qui nous permettent de dire si nos cellules sont impactées ou pas par le vieillissement. Et donc, on sait que quand on a une activité physique régulière, on sait que quand on fait de la restriction calorique, eh bien, on a nos cellules, la physiologie de nos cellules qui est améliorée parce qu'on suit ces marques. Et donc, ça peut être déjà une première étape de cette nouvelle médecine de la longévité. Et puis ensuite, il y a un certain nombre ça c'est de la prévention, je dirais. Et puis ensuite, après, il y a les traitements, tous les développements aujourd'hui qui existent, qui sont probablement bientôt disponibles. Aujourd'hui, ne serait-ce que les molécules sénolytiques, ils sont en essai clinique aux États-Unis depuis déjà quelques années. Et même s'ils sont testés sur des pathologies liées à l'âge, et que le bénéfice n'est peut-être pas aussi évident que ça, parce que, eh bien, lorsque les cellules sénescentes sont là et que le dommage est déjà là parce que vous avez une pathologie, effectivement, l'efficacité est moindre. Probablement qu'il faudrait l'utiliser lorsqu'on sait que les cellules sénescentes s'accumulent, mais qu'on n'est pas encore malade, si on veut vraiment avoir un effet bénéfique. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie qu'il faut mettre en place, cette médecine de la longévité, si on veut réellement éradiquer tout ça. Aujourd'hui, on est sur une médecine de spécialité qui est très bonne, qu'il faut continuer, qui est excellente et qui est nécessaire parce qu'on doit traiter les gens malades. Mais il faut anticiper maintenant avec une autre médecine pour éviter que les gens soient malades. Alors moi, je dois dire que justement, ce message passe très bien dans le livre, parce que ce message de reconnaître la vieillesse comme une maladie, parce qu'on comprend vraiment bien justement ce lien entre les cellules sénescentes, vieillissantes, qui se déprogramment, avec toutes les maladies liées à l'âge. Et on le comprend d'autant mieux, je dois dire, parce que même moi-même, étant très intéressé par la longévité depuis longtemps, j'ai pu intégrer un groupe d'une association en France de gens qui pensaient la même chose, que la longévité était possible, parce qu'elle est encore considérée par beaucoup comme impossible. Et je me suis retrouvé avec un groupe de 3 personnes, notamment Paul Spiegel et Édouard de Bonneuil, à négocier avec le gouvernement de San Marino pour tenter de leur faire admettre devant l'ONU, c'était il y a 1 an à peu près, que aging is a disease, donc que la vieillesse est une maladie. Et à l'époque, je ne comprenais pas si bien. Et c'est vraiment en lisant votre livre que j'ai vraiment compris ça. Alors, je connais Édouard Dubonneuil. Ouais. On a eu l'occasion de se rencontrer. Je sais qu'il est sur cette démarche-là. Oui. Ouais. Oui, alors ça a été un peu le fil conducteur parce que finalement, moi je me dis dans ma recherche, hein, je ne suis pas médecin, je suis biologiste au départ. Donc finalement, je me dis, je pense que si quand on est médecin et médecin de spécialité, effectivement, on est focalisé sur la maladie et sur le traitement de la maladie. Et je pense qu'il fallait un chercheur pour essayer de prendre un peu de recul et de se dire, je ne suis pas dans le traitement, là, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est le dénominateur commun et comment éventuellement on peut éradiquer tout un ensemble de pathologies en même temps. On va le faire sur des modèles animaux, mais après, si on peut le faire chez l'homme. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le fait que la vieillesse ne soit pas une maladie, c'était un frein. Et qu'il fallait la considérer comme une maladie. Et pour la considérer comme une maladie, il fallait évaluer. Et la recherche aujourd'hui, avec justement ces analyses sur la méthylation, sur les facteurs circulants, qui permettent de calculer l'âge physiologique, je me dis que c'était ça qu'il fallait mettre en place. C'est la première pierre à installer et que ça passe dans une pratique médicale, pratiquement. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent fatigué ou qui n'est pas malade, mais peut-être qu'il faut tout de suite tester ces paramètres. Alors aujourd'hui, en France, ça n'existe pas, on ne teste pas. Et encore moins ces tests moléculaires. On va tester si vous avez un peu trop d'hémoglobine glyquée pour savoir si vous allez faire du diabète, etc. Mais on ne va pas tester 850 000 sites sur votre génome pour aller voir leur niveau de méthylation ou bien les 700 protéines que vous pouvez tester et les corréler à l'âge et évaluer votre âge physiologique. Donc, ça, c'est vraiment à mettre en place.
Et, Est-ce que vous avez, pardon, vas-y, je t'en prie. est-ce que vous avez tenté des expériences de rajeunissement sur vous-même? Non, ben non, bien sûr que non. Il faut d'abord que ça soit validé. Restons dans le raisonnable. Euh, Non, non, c'est vrai que Parce qu'il y a le mouvement des biohackers. oui, alors ce que je dis souvent, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait ses preuves, c'est effectivement l'activité physique et l'alimentation. C'est déjà Oui, beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si tout le monde le faisait, je pense que ce serait déjà un premier pas. Et puis, si on pouvait utiliser ça pour faire ce test physiologique, hein, c'est-à-dire tester votre âge physiologique, effectuer un vrai programme et le retester, il y a déjà une petite étude pilote qui est sortie. Eh bien, ça permettrait probablement d'essayer d'ancrer cette pratique de test dans la médecine, dans la nouvelle médecine de la longévité. Puis ça pourrait avoir un véritable effet déclencheur pour quelqu'un Exactement. qui réalise qu'en fait, il est beaucoup plus vieux que son âge chronologique, son âge d'état civil. Il se dit, ah, il y a peut-être vraiment quelque chose que je fais mal. Donc, il faut, ou, Exactement. ou peut-être une génétique aussi, mais c'est souvent environnemental. Bien sûr. vous Bien parlez quand sûr. même dans le livre d'une bactérie qu'on retrouve chez les centenaires, Kristensella. Oui. Est-ce que vous savez où on peut se la procurer ou est-ce qu'elle est dans les aliments, des yaourts? Enfin, je ne sais pas. Non. Est-ce qu'elle est... Non, en fait, il y a une start-up sur Montpellier avec qui j'ai discuté. Voilà, il y a deux bactéries. Il y a Kristensiella et puis une autre, où j'ai zappé le nom, qui sont associées aux centenaires, voire super centenaires. Alors, le fait que ces centenaires, super centenaires et ces bactéries, on ne sait pas si c'est Bien une sûr, cause de cette longévité ou bien une bien sûr. conséquence d'être âgé. Donc ça, c'est à tester, première chose. Et puis ensuite, effectivement, on peut envisager que si c'est un effet bénéfique, pourquoi pas l'inclure dans des compléments alimentaires style probiotiques qui Bien sûr. existent déjà, mais actuellement, ça n'existe N'hésitez pas. pas. Mais effectivement, il y a une start-up qui essaie de lever des fonds sur Montpellier voilà, pour mettre en place ce projet-là. Ok, c'est intéressant. Jean-Marc, vous avez bien amorcé, je dirais, la discussion sur l'aspect, je dirais, opportunité business, mais j'aimerais quand même un petit peu que nous discutions plus précisément sur Oui. l'opportunité business. Donc, si on parle un peu, pour vraiment contextualiser, hein, parce qu'évidemment, là, on est entre personnes qui sont sensibilisées à la question. Donc, mais si on devait parler un petit peu de macro-épidémiologie, on sait que dans 2050, une personne sur 8, une personne sur 6 aura 80 ans. Il y a un boom, je dirais, en tout cas dans l'hémisphère nord et même partout, même en Afrique, du vieillissement de la population, lié évidemment au progrès de la médecine et au fait que la mortalité enfantine est quasiment vaincue partout. Oui. Mais donc, il va y avoir un véritable bascule, je dirais, de la population active qui va se rétrécir comme peau de chagrin à peu près partout et une population de plus en plus âgée qui va grossir avec toutes les maladies liées au vieillissement. Donc, Alzheimer, Parkinson, démence, diabète de type 2, et syndrome métabolique, puisqu'en fait, maintenant, il faut parler de syndrome métabolique, et j'en passe, arthrose, etc. Cancer, évidemment. Donc, ça devient presque, je dirais, une évidence une évidence qu'il faut considérer le vieillissement comme, évidemment, la cause des causes et comme la maladie. Donc ça, évidemment, vous l'avez parfaitement rappelé et vous l'avez parfaitement expliqué dans le livre. Et donc, si cette population qui vieillit ne prévient pas son vieillissement, on va au-delà, on va au-devant de grandes catastrophes au niveau planétaire. Parce qu'évidemment, toute cette population âgée qui sera de plus en plus malade avec une population active minoritaire, il y a un énorme problème sociétal qui va se produire partout dans le monde. Oui. Oui, en fait, vous parliez d'évidence, moi je dirais d'urgence. Ouais. Parce qu'effectivement, on sait que l'incidence de l'ensemble des pathologies liées à l'âge augmente de façon dramatique avec l'âge. C'est quasi exponentiel. Hein. C'est la courbe de Gompertz qui n'a pas été démentie.
toutes les maladies augmentent avec l'âge. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsqu'une personne âgée est malade, pardon, elle est traitée. Donc là, je la partage, pardon, je vous coupe, je vous la partage, vous voyez bien. Donc, à partir de 50 ans, il y a toutes les maladies, donc donc le nombre de pathologies augmente, hein, donc évidemment, C'est ça. voilà, ostéoporose, cancer. Donc, Exactement. Et donc, ce qu'on fait finalement, c'est que comme on prend les maladies les unes après les autres, on traite la maladie. Et donc, obligatoirement, si on traite une première maladie, alors on ne l'éradique pas. Voilà, on la soigne, on la traite. Mais si pour une maladie donnée qui aurait dû vous faire mourir, si elle n'avait pas été traitée, ben vous gagnez 3 à 5 ans de vie supplémentaires, ben vous augmentez la probabilité d'en avoir une autre. Et donc, mathématiquement, petit à petit, on va pas vieillir en bonne santé. Typiquement, ça n'est pas possible. Tel qu'on envisage les maladies les unes après les autres comme ça. D'ailleurs, si on on parlait de chiffres, si on regarde aujourd'hui en France les démences type Alzheimer, on est à 900 000. En 2050, on sera entre 2,1 et 2,5 millions en France. Et je ne vous dis pas sur la planète. Donc, typiquement, il faut qu'on prenne soin de nos cellules, traite nos cellules et qu'on empêche ces maladies d'apparaître ou de les retarder au maximum. Donc, il faut vraiment mettre en place ces traitements, je pense, qui existent. Alors, pour les sénolytiques, ça va venir. Je n'ai pas de doute qu'il va y avoir un certain nombre de molécules qui vont se mettre en place. Il y a d'autres stratégies aussi qui existent aujourd'hui. Par exemple, sorti du laboratoire de Tony Visconret, sur des manips qui ont été, sur l'expérience qui a été faite de parabiose, on se rend compte que dans le sang d'une personne jeune, on a un certain nombre de facteurs qui sont juvénisants. Ça veut dire qu'ils sont capables de maintenir l'état juvénile de nos cellules, voire éventuellement de restaurer la fonctionnalité d'un tissu vieillissant. Et donc, aujourd'hui, à la fois son laboratoire, mais aussi des startups qui se sont montées recherchent ces facteurs circulants qui pourraient être produits par génie génétique et éventuellement réinjectés à des individus pour traiter le vieillissement comme il doit être traité. Donc ça, c'est une des stratégies. Il y a d'autres stratégies. Il y a la stratégie de la télomérase qui est d'ailleurs, un papier vient de sortir dans PNAS avec des modèles de souris, justement, où sont injectés avec des adénovirus la télomérase. Et on s'aperçoit que les animaux gagnent 50% de vie en plus. Alors effectivement, la télomérase, ça a été une enzyme qui a été assez controversée dans son utilisation parce que les cellules cancéreuses réexpriment la télomérase. Et donc, c'est toujours dangereux d'utiliser cette enzyme-là, mais on peut l'utiliser de façon transitoire. On n'est pas obligé de maintenir l'activité de la télomérase. Il y a toujours moyen. D'ailleurs, dans le cas de ces modèles de souris, les adénovirus, ça a été le cas. C'est-à-dire que l'expression finit par s'éteindre de la télomérase. Et donc, il y a un certain nombre de stratégies qui sont à l'essai et qui partent dans des startups aux États-Unis, ça c'est sûr. Et il y a aussi cet aspect reprogrammation qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Et nous, on essaie avec le laboratoire et puis une startup qu'on a mis en place. On essaie d'essayer de trouver le moyen de vectoriser les facteurs de reprogrammation de façon sécure, et puis déjà de le montrer, de faire la preuve de concept chez la souris, et puis ensuite de le faire sur un tissu humain. Et puis après, avoir ces modèles précliniques pour essayer de passer chez l'homme. Alors, ce qu'on a vu chez nos souris, c'est qu'elles avaient une peau incroyable.
Et puis, quand on regarde sur ces modèles animaux, lorsqu'on rase les animaux et qu'on fait une reprogrammation de semaine et demie, eh bien, on s'aperçoit qu'on améliore la régénération la pousse des poils. Et donc, ça tombait bien puisqu'on a une start-up qui utilise notre brevet pour faire des modèles de peau reconstruits et puis pour essayer de traiter l'alopécie. Et donc, l'objectif, c'est justement de faire cette première preuve de concept sur la peau pour pouvoir ensuite passer à l'homme parce que effectivement, on ne va pas pouvoir cibler n'importe quel tissu d'emblée. Il faut avoir un système de vectorisation sélectif. Si on veut, par exemple, je ne sais pas, comment cibler un rein, par exemple, pourquoi pas, là, il faut avoir le moyen de vectoriser l'entrée de ces vésicules dans les cellules du rein pour les reprogrammer. Pour l'alopécie, moi, je veux bien être cobaye. Parce que j'ai dû aller au Portugal pour faire ces cheveux-là. Et il me reste l'arrière à faire. Alors, écoutez, je prends note. Et donc, on va faire les développements effectivement pour mettre ça en place, parce que pour le coup, sur le tissu cutané, ça pourrait être dans un premier temps l'équivalent d'une médecine esthétique avec un tissu qui est accessible, où on peut injecter facilement, et donc faire cette preuve de concept. Et ensuite. Donc, obtenir les autorisations beaucoup plus rapidement que si c'était invasif. Voilà, c'est l'objectif. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai eu des questions de la part d'amis transhumanistes aux États-Unis ou ici. Bon, il y en a de très techniques, on a déjà passé pas mal de temps, 1 heure et quart. Mais en tout cas, ce qui revient le plus souvent, c'est quand on aura des traitements disponibles, que ce soit les vôtres ou d'autres dont vous parlez actuellement. Mais on peut dire qu'on aura vraiment quelque chose de solide et qui nous rallonge l'espérance de vie en bonne santé dans combien de temps? Alors, une estimation, parce qu'on ne sait jamais. Mais... Quand on parle d'essais cliniques, en gros, j'en vois qui se passent dans l'Institut, sur des pathologies. C'est 10 ans. Hein. Le moindre essai clinique, c'est 10 ans. Sûr. Donc, alors après, je pense que vu l'engouement sur la reprogrammation aujourd'hui aux États-Unis et puis sur l'ensemble des technologies comme les sénolytiques, comme les facteurs circulants, etc., la télomérase qui se mettent en place, je pense qu'on va avoir un phénomène de convergence. C'est-à-dire que tout va arriver, parce que tout le monde va aller vers l'essai clinique avec sa stratégie, et je pense que tout va arriver dans une dizaine d'années. Donc, on aura des essais cliniques qui auront probablement abouti dans une dizaine d'années. Et donc, après, il ne restera que la mise en pratique. Et puis, au-delà de la mise en pratique, c'est aussi de savoir comment les gouvernements vont autoriser l'emploi de ces thérapies. À partir de quel âge on aura le droit à ces thérapies? Est-ce qu'il faudra attendre d'avoir 60 ans ou est-ce qu'à 20 ans, on pourra commencer? Est-ce que ce sera remboursé par la sécurité sociale? Enfin, toutes ces questions-là aussi, il faudra qu'il détermine. C'est pour ça que ce livre, l'objectif, c'est de promouvoir une nouvelle médecine. Ouais. Parce que, effectivement, si on fait des développements d'un côté et puis qu'on ne peut pas avoir les autorisations pour les utiliser, mais je pense qu'il faut mettre les pierres, les briques les unes après les autres. C'est-à-dire que d'abord, je pense qu'il faut que ça rentre dans les consciences, même je dirais au niveau médical, qu'il faut évaluer autrement le vieillissement. Et une fois qu'on aura déjà ça ancré, que le test sera là, si les thérapies arrivent, je pense que voilà, ça se mettra en place. C'est un peu... je pense que tout ça va converger parce qu'il y a urgence, on le disait. Et donc, je pense que de traiter les maladies les unes après les autres, on se rend compte que finalement, on augmente la longévité, mais pas forcément en bonne santé. Donc, aujourd'hui... alors, on a eu cette révolution de l'espérance de vie au siècle dernier. On a doublé l'espérance de vie à la naissance. 85 ans pour les femmes maintenant, 84-85.
Et l'âge pour les femmes où on meurt le plus, c'est 91 ans. Et ça n'a cessé d'augmenter, l'âge où on meurt le plus, depuis les années 50. Ça parce que, effectivement, on a maintenant des médicaments pour traiter les pathologies. Mais on n'est pas, enfin, on vieillit pas en meilleure santé sur les dernières années de notre vie, les 10-15 dernières années. Donc, c'est effectivement quelque chose de préventif qu'il faut mettre en place. Et c'est l'objectif de cette nouvelle médecine. Ouais. Si vous me permettez une métaphore, imaginez le jeu que l'on voit dans les fêtes foraines, des taupes qui sortent des trous et on doit les taper avec un marteau. Ah non! En fait, c'est un petit peu ça. Plus on développe de traitements pour des maladies de l'âge, vous en éteignez une, il y en a une autre qui sort d'un autre côté. C'est un peu ça. C'est-à-dire, tant qu'on ne s'attaque pas à la cause des causes, qui est le vieillissement, Oui. on aura La mère des maladies. la mère des maladies. La vieillesse. Et pour la fête foraine, c'est l'électricité. Si on débranchait la machine, on n'aurait plus les… Jean-Marc, je vais juste faire un récap du potentiel business de votre, je dirais, de votre institut et de ce que vous faites. Donc, on a un institut de recherche dédié à la longévité, enfin, à l'élucidation des mécanismes du vieillissement et de développement de stratégies concernant la longévité. Donc là, ça fait partie, je dirais, de ce qu'on appelle de l'unfair advantage et des startups qui sont issues de votre institut. Elles sont infusées par de la science en continu d'experts de renommée mondiale. Vous avez donc breveté votre cocktail. Et donc, les startups, les spin-offs que vous créez permettent, elles, ensuite de tester des applications pour des segments marketing, des segments de marché plus spécifiques. Donc, elles s'occupent plus du développement. Vous avez également un deuxième unfair advantage sur une stratégie go-to-market que je ne vais pas dévoiler ici. Nous en avons discuté un peu hors champ. Si les personnes sont intéressées, vous contacteront pour plier littéralement l'espace-temps et permettre des développements et d'amener, je dirais, des solutions de rajeunissement plus rapidement au marché que le développement clinique classique. Mais bon, là, on ne peut pas en parler ouvertement. Donc, c'est vraiment une stratégie go-to-market remarquable et audacieuse. Donc, voilà, donc j'invite toutes les personnes intéressées à vous contacter. Pour finir l'interview, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que, je dirais, vous auriez besoin en termes je dirais, in-house ou en termes de partenaires comment est-ce qu'on pourrait peut-être vous aider à… Alors, nous, ce qu'on essaie régulièrement, c'est justement de trouver des financeurs pour les startups. Alors, pour ce qui est de la partie académique, je dirais, on passe notre temps, bien sûr, à chercher des financements, mais je me dis que peut-être du mécénat voilà, pourrait être une solution pour pouvoir poursuivre. Parce qu'il faut, bien sûr, les innovations, elles naissent de la recherche académique. Hein. Et toutes les molécules qui sortent sur le marché, souvent, elles sortent des laboratoires. Donc, il faut quand même maintenir cette force-là. Et donc la financer, ce qu'on fait, hein, et puis ensuite les startups, voilà, pour aller sur le marché avec un produit, il faut quand même des fonds assez conséquents. Sur une startup qui travaillerait sur la peau pour traiter l'alopécie, etc., on peut imaginer un programme sur 5 ans avec 5 millions d'euros, par exemple. Absolument. Donc, entre 2 et 5 millions pour l'amorçage d'une startup qui nous promet, je dirais, de vivre éternellement. C'est pas grand-chose. Et je pense que c'est largement faisable dans le privé pour financer les startups qui ont de telles promesses. Et pour le financement de l'académique, le mécénat, évidemment, c'est aussi une voie en plus, je dirais, du financement étatique. Donc, Carole, éventuellement, est-ce que tu souhaites poser quelques questions encore ? Non, est-ce qu'il y a un sujet non abordé que vous voulez aborder ou un message à faire passer à un homme politique, par exemple, ayant le pouvoir de faire bouger les choses sur cette prise de conscience de la vieillesse comme une maladie? Ou autre chose, hein? Non, je dirais oui. Bien sûr que le financement de la recherche sont toujours insuffisants. Ça, on le sait. La complexité, c'est que la recherche, d'une façon générale, alors la recherche en biologie, elle est diverse.
Et donc, on financer tout à hauteur, ça demande effectivement beaucoup de budget. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de financements qui sont dirigés vers l'innovation. Des financements assez conséquents vers l'innovation, mais alors on utilise dans ce cas des choses qui existent déjà, qui ont été identifiées par les laboratoires de recherche notamment, et qui vont pour aller sur le marché. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il faut renouveler la recherche académique pour que de nouvelles découvertes, de nouveaux concepts qui sont inattendus et permettront dans le futur des innovations soient aussi financés. Et c'est souvent cette partie-là, la recherche académique, qui n'est pas suffisamment financée. Voilà, c'est un constat, je pense, que font tous mes collègues qui sont dans la recherche académique et qui ne sont pas dans la médecine réellement. Médecine, innovation, industrie. Jean-Marc, peut-être pour terminer cette interview, peut-être des conseils aux jeunes qui veulent faire des études de sciences, ou les jeunes chercheurs, doctorants, post-doc, ou même un jeune chargé de recherche, quels seraient les conseils que vous lui donneriez? 2 phrases. Oui. Never give up et do it. Parfait. Super. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Marc. Merci à vous.